Merci pour la présentation et merci à la Carmagnole de nous accueillir. Alors bonsoir, moi je suis Kix, bienvenue à cette soirée organisée par le NPA l'anticapitaliste Montpellier. Donc le NPA l'anticapitaliste, c'est une organisation politique marxiste révolutionnaire qui vise à contribuer à construire une société socialiste, donc débarrassée des classes sociales, de l'exploitation capitaliste et de l'ensemble des oppressions. Cette soirée, elle s'intitule « Antisémitisme, sortir de la confusion ». Pour ça, on reçoit Olivier, que je présenterai un petit peu après, mais je ne veux pas introduire et pas parler top pendant 10 minutes. Et voilà. Donc merci Olivier. Donc cette soirée antisémitisme, sortir de la confusion, pourquoi est-ce qu'on l'organise? Pour plusieurs raisons. Parce que la judéité, le fait d'être juif, c'est un élément structurant de la vie des personnes juives et juives qui vivent donc l'antisémitisme. Même si le rôle que joue l'antisémitisme aujourd'hui a changé par rapport à le rôle qu'il a pu jouer dans l'histoire, ça reste un élément tout à fait structurant. Et donc, on a y compris à Montpellier, en fait, on a des événements récents liés à l'antisémitisme, notamment l'explosion, l'attentat en fait, qu'il y a eu à la synagogue de la Grande Motte il y a 2 ans, où un homme avait jeté un cocktail Molotov sur l'entrée, sur la vitre de la synagogue. L'événement, il avait fait pas mal parler de lui, et après, donc, cet homme avait un drapeau palestinien à ce moment-là, au moment de l'attentat. Et donc, il y a eu plusieurs rassemblements de soutien. Il y a eu un rassemblement organisé plutôt par la gauche antiraciste, à Montpellier, donc, notamment dont on a fait partie, bien sûr. Et à côté de ça, un autre rassemblement organisé par... alors, on y a trouvé un peu tout le sionisme. Donc, il y avait à la fois le PS et l'extrême droite. Et dans ce rassemblement, on y voyait des pancartes et des slogans qui disaient que s'il y avait des actes antisémites qui étaient organisés, c'était la faute de la France Insoumise, de Mélenchon, etc. Donc, ce qu'on veut faire à travers cette soirée, c'est repartir de l'histoire de l'antisémitisme, voir la réalité, l'impact que l'antisémitisme a toujours aujourd'hui sur la vie des Juifs et des Juives, et aussi le replacer à sa juste place dans le champ médiatique et politique, puisqu'il est largement instrumentalisé. Alors, soit il peut être minimisé, soit il peut être au contraire surestimé ou en tout cas dévoyé par la droite et l'extrême droite. On veut aussi clarifier des choses, pour ça le sortir de la confusion, autour de la notion du nouvel antisémitisme. Donc le nouvel antisémitisme qui serait l'antisémitisme de la gauche, des quartiers populaires, des personnes musulmanes. Vraiment cette version révisée de l'antisémitisme, ce que nous, on ne pense pas. On pense que l'antisémitisme est encore solidement enraciné à droite et à l'extrême droite. Et donc on veut clarifier tous ces éléments-là. Et si on a le temps, Olivier, parce qu'on ne veut pas trop t'en demander, on voudrait aussi, puisque pas mal de personnes dans la salle sont des militants, militantes politiques, donc qui interviennent aussi dans le champ des luttes antiracistes, avoir un petit peu que tu nous aides à se faire une cartographie du mouvement en fait antiraciste et du mouvement de lutte contre l'antisémitisme, à quels acteurs on peut considérer comme alliés ou pas, et notamment les acteurs qu'on va considérer, nous, de sionistes de gauche. J'espère que j'ai rien oublié sur cette petite introduction, et donc je vais pas tarder à passer la parole à Olivier, que je vais d'abord présenter. Donc merci beaucoup Olivier Laclaferrière d'être avec nous. Tu es militant antiraciste, tu milites à l'Union juive française pour la paix, tu milites également à BDS, donc boycott des investissements sanctions. Peut-être que tu le présenteras. Tu milites également au NPA l'anticapitaliste, dont tu fais partie de la commission antiraciste et dont tu es le secrétaire général, non pas le secrétaire général, je dis n'importe quoi, le rédacteur en chef de la revue qui s'appelle l'Anticapitaliste. Ce qu'on vous propose, c'est qu'Olivier présente pendant une bonne trentaine de minutes et qu'après, on vous laisse le micro pour faire des échanges avec la salle pendant à peu près 1 heure. C'est bon pour vous? Super, Olivier, c'est à toi. Ben, merci beaucoup pour... Ça marche pas assez? Merci beaucoup à la fois pour l'invitation et pour cette présentation. Alors, on en a un peu discuté, les questions soulevées sont extrêmement larges, pour certaines un peu complexes, et en une demi-heure, c'est un peu difficile d'à la fois revenir sur l'histoire de l'antisémitisme, son actualité, ses instrumentalisations, toutes les confusions qu'il y a autour de ça. Déjà, effectivement, je crois qu'il faut avoir 2-3 petites choses très simples pour commencer, et on pourra en discuter après. Il y a des choses que je ne vais pas développer, mais selon ce que vous aurez envie qu'on explique davantage, évidemment, on y reviendra derrière. Il y a toute une discussion qui tend à dire qu'aujourd'hui,
avec le niveau de confusion dans lequel on est, on ne sait même plus ce que c'est que l'antisémitisme. Je crois qu'il ne faut pas tomber dans ce discours-là. L'antisémitisme, c'est très facile à définir, c'est le racisme anti-juif. Et rien qu'en disant ça, on fait quelque chose qui finalement est assez original par rapport au discours institutionnel, qui a tendance à parler du racisme et de l'antisémitisme. Dans cette phrase presque toute faite, j'ai presque envie souvent de l'écrire avec des tirets, parce que c'est devenu presque une expression en tant que telle, le racisme et l'antisémitisme. Et par exemple, dans l'institution scolaire, c'est comme ça que sont présentées les semaines de sensibilisation à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et alors, cette conjonction, ce petit « et », à la fois, il a l'air de dire que ça se rapproche, puisqu'on les met ensemble, mais en même temps, il les distingue, puisque on ne dit pas le racisme, dont l'antisémitisme, l'islamophobie, la négrophobie, l'antiziganisme, le racisme anti-asiatique. On peut discuter des termes, etc. Mais en tout cas, c'est pas comme ça que c'est vécu et en tout cas que c'est présenté. Et ce qu'on va voir, c'est ce qui fait problème, c'est que du coup, en étant associé mais séparé, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est hiérarchisé. C'est-à-dire que l'antisémitisme est présenté comme une forme de racisme supérieur, encore plus grave, ou encore autre chose que le racisme, et ça a tendance, du coup, à diviser le combat antiraciste, y compris en générant en tant que tel, en fait, une mise en concurrence entre les différentes formes de racisme et les différentes oppressions, victimes, etc. Donc, on sort de ça en disant qu'on inscrit le combat contre l'antisémitisme dans le combat antiraciste global, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de spécificité. Il y a des spécificités à l'antisémitisme, mais on ne dit pas grand-chose quand on dit ça, parce qu'il y a des spécificités pour chacune des formes de racisme. Voilà, et il y a des spécificités, parce que le racisme, c'est un phénomène historique, et donc il y a des spécificités historiques, sociales, politiques pour chaque forme de racisme. La négrophobie est liée à l'histoire de la colonisation et de l'esclavage, ce qui n'est pas tout à fait le cas, par exemple, pour l'antisémitisme. Le racisme qui vise les personnes... bon, là, il y a des tas de terminologies variables, mais les nomades, les tziganes, les roms, etc., c'est encore une autre modalité, etc., etc. Donc, il y a une spécificité qui n'entraîne pas forcément une mise à part absolue. Après, on est aussi, si on veut prendre les choses au sérieux, amené à regarder l'évolution des différentes formes de racisme et de voir que très clairement, alors évidemment vous avez la présentation l'a indiqué, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit et je vais y revenir, il y a un antisémitisme structurel, culturel, présent, qui a des effets, mais il ne s'exprime pas et il ne se vit pas aujourd'hui sous les mêmes formes, par exemple, que le racisme anti-noir ou l'islamophobie, tel qu'il se développe avec une offensive d'État extrêmement forte, en particulier sur l'islamophobie. Il n'y a pas une politique d'État aujourd'hui qui organise des lois antisémites. Il n'y a pas... alors, je prends cet exemple parfois pour dire des gens bien intentionnés. C'est pas une critique d'ennemis là que je fais, mais il y a eu, après le meurtre de Naël, il y a eu une volonté de relancer un mouvement antiraciste unitaire, cohérent, etc. Et il y a eu un appel qui est parti de militants de Marseille et qui disait « Cette fois-ci, ça a été Naël, mais ça aurait pu être n'importe quel jeune arabe, n'importe quel jeune noir, n'importe quel juif. » C'est pas vrai, ça, par exemple. C'est-à-dire que les personnes juives aujourd'hui en France ne font pas l'objet d'un harcèlement policier, ne sont pas l'objet de contrôles systématiques, de violence, de harcèlement, etc. Donc, encore une fois, quand je dis ça, c'est pas pour dire il n'y a pas d'antisémitisme, c'est même pas pour dire l'État n'est plus antisémite, ça c'est plus compliqué, je dis même pas ça, je dis ça prend pas les mêmes formes, et qu'on n'arrivera pas non plus à unifier le mouvement antiraciste en aplatissant tout l'un sur l'autre, en faisant comme s'il n'y avait pas de différence, parce qu'en fait, personne ne va nous croire, en fait. Je veux dire, tout simplement, c'est pas crédible.
c'est pas crédible de dire ça. Alors, il y a quelque chose dont il faut prendre la mesure, que quand même, pour commencer, qui est que entre la défaite du nazisme et les années 2000, il n'y a plus eu de meurtres antisémites en France. Et depuis une vingtaine d'années, on a subi une série de meurtres antisémites. On peut discuter sur le nombre, mais il y en a une dizaine, une douzaine d'actes, parfois qui ont visé plusieurs personnes sous des formes différentes. Hein, on a cette année, c'était les 20 ans de la torture, de la séquestration et de la mise à mort d'Ilan Halimi, qui a été un peu, comment dire, le début d'une série, si on peut le dire comme ça. Hein. Il y a eu un cas avant qui était discuté, mais on a eu une série comme ça. Donc, c'est pas rien déjà. Enfin, je veux dire, quand on entend un discours qui dit que l'antisémitisme serait derrière nous, déjà, dans ses effets très concrets et matériels, il y a cet effet-là qu'il y a eu des meurtres. On a eu des viols antisémites récemment sur des enfants, enfin sur des très jeunes personnes. Et on a, je crois que si on n'est pas dans le déni absolu, on a un phénomène de culture de masse antisémite. Là, je ne sais pas si vous avez vu ces derniers temps, mais vraiment, il y a des tas de phénomènes. Hein, on a vu pendant la phase la plus intense du Covid, où le complotisme antisémite était très présent, et y compris dans des sphères très hautes. Par exemple, je ne sais pas, l'actuel secrétaire d'État aux États-Unis à la santé, hein, Robert Kennedy Jr., considérait qu'il y avait un ciblage ethnique du Covid qui épargnait les Chinois et les Juifs ashkénazes. Et donc, il y avait un profilage du virus qui était fait pour... donc voilà, le fameux complot sino-ashkénaze, quoi. Hein, voilà. Donc voilà, on a des phénomènes qui sont portés assez haut. Et ils continuent à faire ce genre de sorties sur des tas de sujets comme ça. Donc c'est pas marginal. Si on fréquente un peu les réseaux sociaux, on voit à quel point l'imagerie, la culture, les références antisémites sont extrêmement présents. Et y compris moi qui suis un militant antisioniste, identifié, dont une grande partie de l'activité de ces dernières années en particulier a été de travailler dans le cadre de la campagne BDS et plus largement en solidarité avec la Palestine génocidée. Dès que j'annonce que je vais faire quelque chose sur l'antisémitisme, j'ai des commentaires partout qui vont dire « Oh, il y en a marre de ce faux truc, vous êtes encore un agent sioniste, etc. » Donc il y a ce truc-là qui identifie les Juifs à Israël et à ses politiques coloniales d'apartheid et aujourd'hui génocidaires, qui est extrêmement massive. Donc ça, c'est la situation réelle dans laquelle on est, et dont je pense qu'il faut prendre la mesure pour savoir de quoi on parle. Après, on peut discuter de ce qui provoque ça, ce qui est tout à fait autre chose, et de comment on répond à ça. C'est-à-dire que ça, je pense qu'on y revient un peu après. Une fois qu'on a dit ça, on peut revenir sur j'ai l'impression que je vais être très long juste là-dessus, mais c'est comme ça. Sur il faut même partir des faits, enfin, avant de proposer des théories ou des interprétations. On a un discours qui est porté par l'institution étatique et par les principales institutions qui se prétendent représentatives des Juifs et Juifs de France, comme le CRIF, la LICRA, etc., qui communiquent beaucoup sur des chiffres de l'antisémitisme, le nombre d'actes antisémites où il y a deux choses, il y a à la fois ce que serait la prévalence des préjugés antisémites et ce que serait la quantité des actes antisémites. Pour pas faire trop long, je ne vais pas parler des enquêtes d'opinion sur lesquelles j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je vais parler de la communication sur les actes antisémites, où en gros il est dit des choses du genre les Juifs représentent 1% de la population française et la moitié des actes antireligieux
ou des actes racistes, ou etc. Avec une communication sur ce chiffre-là qui, si c'est vrai, on aurait l'impression que l'antisémitisme est la forme la plus massive, la plus importante du racisme en France. On peut discuter d'abord de ce qu'on met dans acte, parce qu'on regroupe plein de choses extrêmement différentes, de l'insulte au tag, à la violence physique, au meurtre, au viol, etc. Donc c'est déjà une notion qui, à mon avis, n'est pas très opérationnelle, parce qu'elle regroupe une quantité de choses extrêmement différentes. Donc il est difficile de dire qu'un tag vaut 1 et qu'un viol vaut 1, quoi. Enfin, pour moi, il n'y a pas de... Si on fait de la quantification, ça ne peut pas être mis sur le même plan. On peut aussi discuter de ce qui est compté. C'est-à-dire que parfois, il peut y avoir des manifestations de solidarité avec la Palestine qui vont être comptées comme des actes antisémites. Le problème, c'est que c'est très difficile à savoir quelle est cette proportion. Il faut savoir que ces chiffres sont fabriqués, c'est quelque chose d'unique en France, par une institution. Ce n'est pas le ministère lui-même de l'Intérieur qui fait ces chiffres. Le ministère de l'Intérieur a délégué le comptage des actes antisémites à un organisme qui dépend du CRIF et du consistoire des institutions religieuses juives en France. Et donc, on a déjà une production et la base de données n'est pas publique. Donc, on a une quantité comme ça qui est... voilà. Moi, je ne crois pas que ces chiffres soient surestimés. Et je crois que la quantité d'actes de solidarité avec la Palestine qui sont comptés ne change pas grand-chose à l'affaire. Le problème n'est pas dans la quantité de ces chiffres-là. Le problème, il est dans la comparaison qui est faite avec les autres formes de racisme. Parce que nous n'avons absolument aucun élément de comparaison. Par exemple, si on prend l'islamophobie, il y a une très grande partie des manifestations d'islamophobie, des actes islamophobes, si je reprends la même chose, qui sont les faits des institutions publiques, de l'État, de la police, de l'école, etc., et qui vont évidemment pas être comptés. Et donc, si on regarde, je ne sais pas si vous avez un peu ça en tête, mais il y avait Bastamag et le Bondi Blog qui avaient fait une synthèse des personnes tuées par la police. Eh bien, c'était des centaines sur les 20 dernières années, là où, j'ai dit, il y a eu, disons, une vingtaine de personnes juives qui ont été tuées sur la même période. Et donc, le fait, alors je vais dire des choses parfois très radicales, et on peut, si ça vous choque, on en discute derrière, mais le fait de prétendre que l'antisémitisme, que les actes antisémites sont les plus nombreux, les plus violents, etc., c'est du racisme. C'est une minimisation, c'est une mise en concurrence et c'est une minimisation de ce qu'est la négrophobie, avec les milliers de morts en Méditerranée, dans la Manche, aux frontières, ou dans les déserts où on a externalisé nos frontières. C'est une minimisation de l'islamophobie parce que c'est une approche du racisme qui en fait une affaire d'actes individuels avant d'en faire une affaire de politique et d'institution. Et donc, ce discours-là, qui est le discours prévalent, qui est celui de l'État, qui est celui des principales institutions, qui est celui de l'école, etc., c'est en fait un discours qui vise à masquer la réalité du racisme structurel et systémique tel qu'il existe le plus massivement en France, etc. Donc vous voyez, c'est difficile de dire les deux, mais enfin, c'est pas difficile, pour moi c'est très simple, mais ça a l'air difficile de faire entendre ça. Il y a un antisémitisme qui est profond, diffus, qui fait partie de la culture française et plus globalement occidentale, et de fait mondiale aujourd'hui. Il y a pas, voilà, la culture de l'antisémitisme c'est diffusé mondialement. Ça a des effets, y compris, et en même temps, ça n'est pas vrai de dire que c'est le principal fléau qui touche, c'est la population la plus ciblée, la plus discriminée, etc. C'est pas le cas. J'ai dit ce terme, et je vais en dire encore 3 mots, sur la question de la discrimination. Il y a
comme je suis aussi syndicaliste, j'ai pas mal travaillé sur ça. Je ne vais pas pouvoir vous détailler les chiffres dans le temps qu'on a, mais c'est à peu près établi qu'il y a une très forte discrimination raciale au travail qui concerne les personnes noires, les personnes cataloguées arabes, les personnes cataloguées musulmanes. Les chiffres sont importants. Il y a étonnamment, d'une certaine manière, vu le discours qui est tenu par ailleurs, très peu de statistiques sur les discriminations anti-juives. Il y a très peu d'études sur l'existence ou non de discrimination anti-juive à proprement parler au travail. Il y en a deux. Il y en a une aux États-Unis et une en France. Il y a une chercheuse en France qui a travaillé sur ça de manière très sérieuse à travers, vous savez, des méthodes de CV, le même type de CV où on change juste certaines caractéristiques. Elle a changé pour montrer dans les parcours des gens une inscription dans des pratiques religieuses. On pourrait y revenir, la judéité ne se résume pas à un fait religieux, mais pour l'instant c'est une approximation. Aux États-Unis, l'enquête se faisait plutôt sur la base de noms, des prénoms et des noms de famille qui identifiaient ça, mais ça donne les mêmes résultats. Et je vais d'abord partir d'une anecdote pour vous expliquer ça. Il y a quelques années, il y a eu une annonce pour un poste dans la com, dans la communication numérique. Et donc, il y avait des tas de critères sur le profil recherché. Et parmi les critères, il y avait, si possible, pas juif. Le truc est resté 7 minutes. Ça a fait un scandale, la personne a été virée, etc. Et quand on regarde les chiffres que cette enquête établit, donc elle fait une comparaison entre des gens qui ont une appartenance à la religion catholique affirmée, des gens qui ont une appartenance à la religion musulmane affirmée, et des gens qui ont une appartenance à la religion juive affirmée. Et par ailleurs, il y a d'autres enquêtes qui montrent qu'il n'y a pas d'écart entre une personne qui a des pratiques catholiques manifestes et des personnes sans religion. Donc on peut considérer qu'il n'y a pas de discrimination pour une pratique religieuse affichée si c'est la religion majoritaire. Quand il faut 5 CV pour une personne de catholique, je résume, quand il faut 5 CV pour une personne catholique pour recevoir une réponse, il en faut 10 pour une personne musulmane et il en faut 6 pour une personne juive. Et donc, il y a une discrimination, ce qui n'était pas évident. Moi, je n'aurais pas parié ça, je n'aurais pas forcément dit aujourd'hui il y a une discrimination à l'emploi sur les personnes juives. Voilà. Il y en a une, objectivement elle est établie, mais vous voyez qu'elle n'est pas du tout de la même proportion. Et si on regarde, j'ai donné les chiffres en mélangeant les genres, si on regarde selon les genres, c'est x20 quand c'est un homme qui a une pratique religieuse musulmane. C'est pas 10, c'est 20. Donc il y a un écart genré très fort. On focalise à juste titre sur les discriminations islamophobes qui touchent les femmes par rapport au port du foulard, parce que ça porte une visibilité, que les attaques politiques sont beaucoup centrées là-dessus, mais la pratique réelle, moins manifeste, moins visible, elle est une discrimination massive en ce qui concerne les hommes. Et la condition d'être un homme musulman en France aujourd'hui, un jeune homme musulman, est particulièrement difficile, en fait, beaucoup plus que ce que le discours même qu'on tient parfois dans les milieux antiracistes donne l'impression. Donc, il y a y compris cette discrimination. Et pourquoi j'ai pris l'anecdote au début? Parce qu'il y a une deuxième statistique qui est intéressante. Elle a regardé aussi au bout de combien de temps il y a une réponse quand il y a une réponse. Et c'est beaucoup plus long pour les juifs, même que pour les musulmans. C'est-à-dire que on finit par prendre un juif quand on a vraiment trouvé personne d'autre pour le poste. Et donc, vous voyez, le si possible, pas juif. C'est pas juif. Pour les musulmans, il y a plein d'endroits où c'est on veut pas de musulmans, point. Pour les juifs, c'est pas on veut pas de juif, mais ça serait mieux s'il n'était pas juif. Bon, s'il y a personne d'autre de compétent pour le poste, on va le prendre quand même. Donc, vous voyez, ça, c'est un rapport que je trouve intéressant pour voir à quel point un phénomène culturel aussi massivement présent va aussi avoir des effets sur... Alors, évidemment, c'est dans certains secteurs professionnels, on n'a pas les enquêtes pour dire c'est partout, etc. C'est ciblé, c'est juste pour faire un petit focus sur ce point-là. Un point sur lequel je voudrais revenir, toujours pour justifier mon premier point, que l'antisémitisme, c'est le racisme anti-juif, c'est-à-dire que c'est une forme de racisme. Parfois, on a beaucoup eu le débat sur l'islamophobie,
d'ailleurs, pour dire que c'est une discrimination religieuse. Et c'est d'ailleurs un discours qu'on entend aussi, tu parlais de Mélenchon, notamment, c'est une des choses sur lesquelles c'est un peu agaçant, parce qu'on lui a dit plein de fois, il continue de considérer que l'antisémitisme, c'est une oppression religieuse. Et donc, pas une forme de racisme à proprement parler. Y compris, et ça, parfois on lui fait des reproches que je trouve disproportionnés, exagérés, mais quand il dit que le génocide opéré par les nazis sur les juifs était en raison de leur religion, alors que les nazis ont exterminé les juifs athées, les juifs marxistes athées, aussi bien et même parfois plus, puisqu'il y avait une double bonne raison de les tuer, puisqu'à la fois ils étaient marxistes et juifs, donc ça faisait deux raisons de les exterminer. Donc voilà, je ne considère pas que c'est du négationnisme de dire que les nazis ont tué les juifs en raison de leur appartenance religieuse. Vous voyez, il n'y a pas... Là, je trouve qu'on tombe dans quelque chose qui est complètement une manière de galvauder les enjeux autour du négationnisme. Il n'y a pas de négation du génocide, il y a une mauvaise lecture, une mauvaise interprétation. Et vu sa culture et sa connaissance, il devrait ne plus la faire. Voilà. Mais c'est pas la même chose et ça participe pas à la clarification des enjeux. Juste parce qu'on a demandé un petit truc historique aussi, l'antisémitisme, donc le racisme anti-juif, c'est une reconfiguration en plusieurs étapes de ce qui a d'abord existé sous la forme de l'antijudaïsme. Il y a d'abord, historiquement, au Moyen-Âge, se développe un anti-judaïsme au sein du christianisme, qui va déjà cristalliser des tas de préjugés, de ce qu'on appelle des tropes. Je ne sais pas si vous avez entendu ce terme, il est devenu à la mode, donc c'est ce qu'on utilise. Il est pas mal, c'est-à-dire en gros, c'est des préjugés, mais qui vont pouvoir se transformer avec le temps. Au départ, trope, c'est une notion de l'analyse littéraire ou de l'analyse de la narration, où on va retrouver des structures de narration qu'on va pouvoir dégager dans différents endroits. Par exemple, un personnage aime un autre personnage, mais il y a des obstacles pour que leur amour s'accomplisse. Ça, c'est un trope littéraire qu'on va retrouver dans plein de choses. On va pouvoir le retrouver dans Roméo et Juliette et dans Shrek, par exemple. Donc vous voyez, il y a quelques jours, on va retrouver la même structure, c'est pas les mêmes obstacles, c'est pas etc. Voilà. Les tropes antisémites, ils vont pouvoir se transformer avec le temps, se déplacer, mais on va pouvoir repérer comme ça un héritage et une structure commune. Si vous voulez, on prendra le temps d'en dégager les tropes principaux, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Ce que je veux dire, c'est que c'est sur des bases religieuse, pour dire voilà, le judaïsme, et c'est un problème parce qu'il ne reconnaît pas Jésus. Si je vais quand même donner la base, parce que du coup, non seulement il ne reconnaît pas Jésus comme étant le Messie, Dieu, Fils de Dieu, mais en plus, les Juifs sont accusés d'être le peuple déicide, c'est-à-dire d'avoir tué Jésus. Et il y a quelque chose dans la potentialité juste dans cette affirmation-là qui est extrêmement grave, parce que qui peut tuer Dieu? Vous voyez, il faut être quoi pour pouvoir tuer Dieu? Il faut être à la fois extrêmement méchant pour tuer Dieu et extrêmement puissant. C'est pas rien tuer Dieu. Donc voilà, il faut être à la fois très très puissant et très très méchant, et donc il faut être le diable. Et donc le premier trope qui va rester, se reconfigurer, etc., c'est ce qu'on appelle la démonisation des Juifs, la diabolisation, si on prend une racine plus française, mais c'est la même chose, qui va faire des Juifs dans leur essence, dans leur nature, un historique. C'est pas quelques Juifs qui auraient participé indirectement au meurtre de Jésus. Voilà, voilà, c'est les Juifs dans leur totalité et pour toujours, et leurs descendants pour l'éternité, et donc qui portent ce truc démoniaque. Et on a encore très souvent des représentations des Juifs sous des formes diaboliques. Ça reste quelque chose qui a traversé l'histoire. On a Trotsky qui est représenté en petit diablotin, etc. Cette reconfiguration, elle se fait progressivement, mais elle se fait pas seulement, comme on a tendance à le croire, au XIXe siècle, au moment où le mot antisémitisme est inventé. Il y a un moment qu'on peut prendre comme référence, parce qu'il est assez structurant, et puis qu'en plus, c'est une date qui parle à tout le monde, c'est 1492. Alors, 1492,
on connaît parce que c'est, non pas la découverte, mais la conquête des Amériques par Christophe Colomb et tout ce qui s'ensuit. En parallèle, se passe en Espagne et dans la péninsule ibérique, se développe l'acquisition espagnole avec Torquemada et compagnie. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a ce qu'on appelle des lois de pureté du sang. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais en gros, on dit que les convertis juifs ou musulmans, on dit morts à l'époque, etc., ne sont jamais des vrais convertis, ne sont jamais des convertis sincères. Les conversos ne sont pas des vrais chrétiens. Donc on parle de vieux chrétiens et de nouveaux chrétiens, mais les nouveaux chrétiens sont suspects. Et ils sont tellement suspects que on va faire ces lois de pureté du sang, c'est-à-dire que si on retrouve dans votre ascendance, n'importe quand, n'importe combien de générations on puisse remonter, un ancêtre juif ou musulman, vous allez être privé d'accès à des fonctions nobles, à des fonctions politiques, à des fonctions commerciales, etc. Et donc l'Inquisition espagnole se développe sur cette base-là, c'est-à-dire que les gens doivent fournir un certificat de pureté du sang pour pouvoir accéder à telle ou telle fonction. Il y a des gens qui le font en toute confiance, qui disent je veux faire, faites l'enquête, moi je veux pouvoir accéder à cela. Et quand on va retrouver 8 générations avant un ancêtre juif et qui vont perdre l'ensemble de leur réputation et leurs possibilités d'accès. Vous voyez, là il y a un changement, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur une adhésion, des pratiques, des convictions, une foi personnelle, des mœurs ou quoi que ce soit. On est du côté du sang. On est donc vraiment dans un processus, qu'on va pas dire de racialisation, on utilise un terme anachronique évidemment, mais on est sur un processus où on va biologiser la différence et la figer dans un processus typique de ce qu'est la construction politique et sociale des races. Ça donnera lieu à l'expulsion d'Espagne à l'arrivée, etc., etc. Mais pourquoi je dis ça? Parce que finalement, la première forme vraiment manifeste peut-être de racialisation, elle se fait à partir du religieux. Elle se fait comme islamophobie et antisémitisme. Vous voyez, c'est pas récent l'islamophobie ou l'antisémitisme, c'est pas d'abord il y a eu la racialisation sur la base de la couleur de peau, des phénotypes, etc. Et puis on utilise plus ou moins par analogie pour parler d'autres formes d'oppression ou de discrimination, etc. Non, en fait, peut-être les premières formes les plus franches de racialisation, elles se font à partir d'un critère qui était religieux pour la figer autrement. Il reste 5 minutes. Tu as le droit de dépasser un peu. Oui, mais... donc, on reviendra dans les questions. Voilà. Deux mots sur le vocabulaire, parce qu'il y a quand même beaucoup d'embrouilles là-dessus, et puis on arrivera aux contemporains peut-être après, du coup, parce que le mot antisémitisme est un très mauvais mot. Tout le monde est d'accord avec ça. À l'inverse de l'islamophobie, par exemple, qui est un outil critique, qui a été forgé par des gens pour dénoncer le phénomène, et donc qui est un outil. L'antisémitisme, c'est essentiellement un mot de l'ennemi. Ça a été forgé par les antisémites. Voilà. Mais il y a un petit piège. Alors, c'est une embrouille permanente dont on peut dire deux mots, mais en gros, au départ, sémitique, c'est un terme de linguistique comparée. Au moment où on commence à identifier qu'il y a des familles de langues, on identifie une famille de langues indo-européennes et on identifie une autre famille de langues qui sont les langues sémitiques, dont font partie notamment l'hébreu et l'arabe et des langues parlées en Éthiopie, etc. La pensée racialiste qui se développe au XIXe siècle plaque sur ces différences linguistiques des différences ethno-raciales et dit du coup il y a une race indo-européenne, aryenne,
qui va se devenir la race aryenne, et une race sémitique qui va regrouper notamment les Arabes et les Juifs. Ça dure très peu de temps, en fait, cette histoire-là. Et au moment où le vocabulaire de l'antisémitisme se fige et se généralise, ça ne vise déjà plus que les Juifs. Et alors, je vais vous dire la lecture que j'en fais, notamment, ça a été en fait pratique pour orientaliser les Juifs, pour légitimer, d'un point de vue pseudo-scientifique, l'oppression qu'on pouvait leur faire. C'est-à-dire qu'il était déjà évident que les Arabes étaient racisés comme race inférieure, mais les Juifs qui étaient déjà très implantés de longue date, depuis des siècles, etc., en Europe, pour les altériser, le passage par l'arabisation, par l'orientalisation, a été pratique, en particulier pour les Juifs d'Europe, les Juifs dits ashkénazes. Ça a été très peu de temps, et globalement, ça n'a jamais été un terme qui a été revendiqué par les personnes concernées. Dans l'histoire, alors il y a eu, comme toujours, il y a des moments de retournement du stigmate, et il y a eu en Algérie, un court moment, une Ligue des Sémites, qui était une alliance des indigènes colonisés et des Juifs sur place, avant qu'il y ait la séparation, etc. Bon, mais c'est des épisodes marginaux. Globalement, personne ne se revendiquait sémite. Et donc, la discussion qu'il y a aujourd'hui, par exemple, pour dire que je ne peux pas être antisémite parce que je suis arabe, ou la politique contre les Palestiniens, elle est antisémite parce que c'est eux les vrais sémites, etc., ça n'a pas beaucoup de sens. Je crois qu'on n'a pas intérêt... Cette catégorie sémite, c'est une catégorie raciste, qui n'a pas de fondement culturel, national, etc. Elle est désuète. On a déjà à se battre avec les catégories du racisme qui sont actives. Je ne sais pas s'il faut réhabiliter des catégories racistes tombées en désuétude. Enfin, en tout cas, je pense que ça n'aide à rien. Et que très souvent, alors il y a des gens sincères qui disent ça parce qu'ils utilisent tous les outils qu'ils peuvent face à la situation dans laquelle on est. Mais globalement, si c'est pour dire qu'il n'y a pas de racisme anti-juif, parce que très souvent ça veut dire ça, c'est pas très intéressant comme problème. Enfin, je pense que c'est pas du tout une bonne manière de jouer sur les mots pour contourner le problème auquel on fait face. On peut dire deux mots quand même pour déborder d'un temps raisonnable sur la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est-à-dire que l'identification qui est faite entre les Juifs et Israël amène à vouloir reconfigurer l'antisémitisme. La thèse du nouvel antisémitisme, notamment, c'est une de ses dimensions importantes, qui est de dire que l'antisionisme serait en tant que tel un antisémitisme parce qu'il nierait aux Juifs et aux seuls Juifs le droit à la souveraineté, à avoir un État, etc. Il n'y a pas grand-chose qui va dans cette affirmation, et on peut le détailler après si c'est ce vers quoi vous souhaitez qu'on aille, mais en tout cas, vous voyez que ça ne correspond pas à la définition qu'on a donnée au départ, puis l'antisémitisme est muet, mais si on veut en discuter, il faut discuter à partir de ça, c'est-à-dire est-ce que effectivement dire qu'il n'y a pas de bonnes raisons pour qu'il y ait un État à souveraineté juive exclusive sur tout ou partie du territoire palestinien, c'est ça ce qui veut dire ça, sionisme, antisionisme, ça veut dire ça. Je dis les choses de manière très très simple, mais c'est ça. Sinon on s'embrouille, c'est pas juste être en désaccord avec la politique du gouvernement. Il y a plein de sionistes qui sont en désaccord avec la politique du gouvernement Netanyahou. On n'est pas antisioniste si on fait ça. On est antisioniste si on considère qu'il ne peut pas y avoir un État à souveraineté juive exclusive sur le territoire de la Palestine, parce que, inévitablement, ça prive la population palestinienne d'une partie de ses droits fondamentaux. Ou bien ça ne peut passer, ou bien que par une situation d'apartheid, ou bien par la négation du droit au retour, qui est un droit fondamental des Palestiniens, et que dans un cas comme dans l'autre,
c'est une forme de déni de droit, et donc c'est une forme de racisme anti-palestinien qui s'exerce. Voilà. Donc, je crois, l'idée, c'est que loin d'avoir une concurrence entre la lutte antiraciste et la lutte contre l'antisémitisme, c'est seulement une conception un peu cohérente de ce qu'est le racisme qui permet de dire que à la fois la lutte contre l'antisémitisme et la lutte pour les droits des Palestiniens, en fait, elles devraient marcher de manière très logiquement ensemble et pas du tout en concurrence l'une avec l'autre. Tu veux prendre 5 minutes en plus? Si tu veux aller à 40 minutes, c'est OK. Ouais, je pense qu'on peut rebondir avec des questions et qu'on reviendra sur les points que je n'ai pas traités comme ça. Merci beaucoup. Alors, je suis pas sûr. Si, mon micro marche maintenant. Il marche? Vous m'entendez? Super. Merci beaucoup, Olivier. Alors là, on a donc prévu un temps d'échange avec la salle, donc on va vous faire passer ce micro et vous pourrez venir poser des questions. Avant ça, j'ai 3 petits trucs à vous dire. Déjà, vous avez si jamais vous ne restez pas jusqu'à la fin des questions, vous pouvez quand même passer aux choses que je vais vous dire. Donc il y a une table de librairie. Vous pouvez retrouver des livres. Alors, il y a surtout des livres sur le racisme de manière générale, pas beaucoup spécifiques à cette soirée sur l'antisémitisme. C'est des livres qu'on avait déjà commandés pour des soirées précédentes. Des bouquins plus classiques marxistes aussi. Enfin, vous avez différentes choses. Donc, passez à la table de l'excellente librairie de La Brèche avec mes camarades Françoise et Serge. Et puis, vous pouvez passer également à la table NPA plus classique avec Villa qui vous fait coucou derrière. Et donc, sur cette table, vous trouverez pas mal de matos du NPA et des JA. Donc, vous trouverez des stickers, des badges, des faux tatouages qui sont très cool et des t-shirts aussi qu'on a sérigraphiés nous-mêmes et qui sont très beaux. Et tout ce que vous achèterez sur cette table, ça servira, c'est très important, ça nous servira à financer notre voyage en camp d'été, donc les RIJ, les Rencontres Internationales Jeunes, qui est un camp d'été qu'on organise donc, tous les ans dans le cadre de la 4e internationale. Vous avez le drapeau ici. C'est l'organisation internationale qui nous relie à des organisations politiques similaires à la nôtre dans plus d'une 40aine de pays. Et donc tous les ans, on fait un camp d'été. Cette année, il est en Allemagne. Et donc non seulement, si vous dépensez des sous à cette table, ça nous aidera à y aller, pour les camarades qui ont un peu moins de sous. Et puis, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Donc c'est un camp qui concerne les jeunes, donc jusqu'à 30 ans. Si ça vous intéresse, on n'a pas de petite brochure là, mais vous pouvez en discuter avec les camarades à la table qui vous donneront toutes les infos. C'est, si je ne dis pas de bêtises, du 18 juillet au 25 juillet. Et donc, on vous donne les infos. Voilà. Je crois que c'est bon. Je me suis noté quoi? Table, RIJ. On est bon. Eh bien, on peut faire tourner le micro. Je vais faire passer le micro pour vos questions. Ah oui, c'est scotché? Non, c'est pas scotché. Pour lancer un peu le truc. Parce que moi, si je n'avais pas été à l'animation, j'avais une question à poser de la salle. Donc là, je ne suis plus vraiment à l'animation, je peux poser ma question. Donc, il n'y a pas très longtemps, il y a eu la présentation de l'ouvrage des camarades de Tzedek, qui sont venus présenter leur livre à Montpellier. Donc, Tzedek est un collectif juif décolonial, antisioniste. Donc, on a lu ce bouquin avec les jeunesses anticapitalistes. Et il y a moi une question que je me posais en le lisant. Donc, Tzedek pose comme affirmation, et je pense que tu seras d'accord avec ça, qu'une de nos difficultés, c'est que la communauté juive en France est majoritairement sioniste. Pas intégralement, mais majoritairement. Et Myriam, tu me dis si je me... Enfin, je ne veux pas caricaturer les propos du livre, donc tu me dis si je me trompe. Mais Tzedek voit parmi ses rôles, parmi ses missions, la désionisation par l'intérieur de la communauté juive française. Est-ce que toi, tu perçois un rôle extra-communautaire dans cette désionisation des Juifs et Juifs de France que pourrait jouer donc le mouvement antiraciste et la gauche politique? Voilà. Et quel rôle est-ce que cette gauche politique a? Donc nous, par exemple, le NPA, mais des organisations plus grosses comme la France Insoumise, par exemple, donc gauche, qu'elle soit réformiste ou révolutionnaire, est-ce qu'il y a un rôle à jouer pour nous? Et qu'est-ce qui devrait être notre rôle? Quel point d'appui dans ce combat-là? Oui, c'est difficile. Enfin, ça marche plus ici. Si, ça fonctionne. Oui. Il y a une difficulté depuis plusieurs décennies qui est que les mobilisations contre l'antisémitisme sont dominées par des organisations racistes.
qui rend les choses difficiles. C'est un débat qui est difficile. Il y a eu des ruptures qui ont justifié, motivé la création de groupes, etc. C'est-à-dire que, par exemple, on parlait d'Ilan Halimi parce que c'était ça fait 20 ans pile cette année. Ça a été un moment de rupture en partie, y compris dans nos espaces politiques, où les mobilisations en hommage à Ilan Halimi ont été organisées, évidemment, avec un rôle important pour le CRIF, pour la LICRA, par le CRIF, par la LICRA et par les institutions étatiques, la droite et compagnie. Et nos espaces politiques ont considéré, à mon avis à juste titre, qu'on ne pouvait pas lutter contre une forme de racisme avec, ou en tout cas à l'appel de ceux qui portent des politiques racistes contre d'autres groupes opprimés. Et ça s'est reproduit. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a eu en novembre 2023 une marche qui s'est appelée nominalement Marche contre l'antisémitisme, à l'appel de la présidente de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, au moment où les mêmes étaient au Sénat en train de discuter une loi pour supprimer l'aide médicale d'État, au moment où ils étaient en train de faire des nouvelles lois islamophobes et de renforcer les politiques répressives contre les migrants, etc. Nos espaces politiques ont décidé, à juste titre, je le crois aussi, de ne pas aller à cette marche. Que nous ne pouvions pas prétendre lutter contre une forme de racisme en répondant à l'appel des gens qui mènent des politiques massivement racistes. Voilà. Il y a d'autres groupes qui sont créés à ce moment-là. On peut en reparler après éventuellement si vous voulez, mais en tout cas, voilà. Ce qui a rendu, en fait, assez difficile de mener une réelle politique publique contre l'antisémitisme en parallèle. Et moi, je crois qu'il faut faire ça. Voilà. C'est difficile parce que on va être dans des franges plus réduites de capacité de mobilisation, on va être avec moins d'organisations mainstream, mais qu'il faut réussir. Je n'ai pas les solutions et les clés en main aujourd'hui. Pour l'instant, mon objectif, il est de convaincre qu'il faut qu'on y réfléchisse collectivement, mais à avoir une politique publique contre l'antisémitisme qui ne se réduise pas à dénoncer les instrumentalisations et les utilisations qui sont faites contre les Palestiniens, contre les musulmans et contre la gauche. Voilà. Et donc, ça, c'est une première chose. Nous, pour la deuxième chose, c'est que ça serait mieux d'arrêter de prêter le flanc à la critique de temps en temps. Voilà. Autant la critique, évidemment, complètement exagérée, disproportionnée, etc. Mais on n'a pas besoin de faire des allusions aux Juifs comme peut-être ayant été les responsables de la mort de Jésus. On n'a pas, etc. Voilà, il y a une série de choses comme ça qui n'aident pas, en fait, à clarifier le truc. Je ne crois pas du tout que si on était 100% clean, la droite et les sionistes arrêteraient de nous accuser d'antisémitisme. Donc, c'est pas du tout ce que je sous-entends. Par contre, dans des sphères juives de gauche qui ne sont pas complètement convaincus par l'antisionisme et qui, en partie à raison, hein, je l'ai dit tout à l'heure, je veux dire, les juifs peuvent vivre l'antisémitisme comme une menace. Voilà, c'est pas une oppression permanente. Voilà, moi, je ne vis pas au quotidien une oppression en tant que juif. Je ne crois pas avoir perdu des opportunités de logement, de carrière. Je n'ai pas peur quand je croise un policier en tant que juif. J'ai peut-être peur en tant que gauchiste ou antisioniste, mais pas en tant que juif. Voilà, donc c'est pas cette expérience-là. Mais par contre, la peur, la menace latente de la violence et éventuellement son déchaînement si ça se passe mal, elle existe. Et donc, voilà, c'est cette frange-là de la population juive de France. Je crois que si on était un peu moins border de temps en temps, ça
Ça ferait du bien. Mais je pense que c'est les deux. Voilà, il faut, donc c'est pour ça que déjà ce genre d'initiative, l'air de rien, c'est pas grand-chose, hein, mais on traite la question, on l'affronte, on regarde en face qu'est l'antisémitisme, on le met à sa place et on l'articule au reste, hein, je veux dire, y compris, voilà, je vais le dire comme ça, mais la manière dont l'État utilise les Juifs pour taper sur les musulmans est antisémite. Là, à partir du moment où on instrumentalise, même si c'est pour dire, ah, voyez, eux, c'est les bons, ils sont intégrés, etc., ça reste une manière d'instrumentaliser une population et de mettre en danger, de dire, bah, voilà, si c'est eux qu'on nous oppose, c'est eux l'ennemi, quoi. Voilà. Donc voilà, je crois qu'il faut articuler 4 choses, 5 en fait. Mais je fais presque la conclusion, du coup, parce que la question, elle était très ambitieuse. Une lutte antiraciste globale, propre, qui soit radicale sur l'islamophobie, la négrophobie et les autres formes, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Une politique propre sur l'antisémitisme qui évite les confusions et qui ne minimise pas sa réalité. Une politique extrêmement claire sur les droits des Palestiniens. Et, peut-être ça fait que 4. Là, je vais dire quelque chose que je n'ai pas encore introduit, donc ça va paraître un gros saut, mais une lutte contre le capitalisme qu'il analyse dans ce qu'il est comme système. Pourquoi je dis ça? Donc du coup, je vais repartir pour 5 minutes. Parce que dans les structures de l'antisémitisme, dans ces tropes antisémites, il y a l'association des Juifs à l'argent, des Juifs à la banque, à la finance, et cette idée que c'est en fait les Juifs qui dominent l'ensemble de l'économie et plus largement. Ça, c'est des très gros tropes antisémites, mais pour le coup qui n'étaient pas dans l'antijudaïsme chrétien, qui est un trope qui se développe en parallèle du capitalisme, comme un trope moderne, de l'antisémitisme moderne, sur des bases réelles extrêmement faibles. On peut en dire 2 mots. Historiquement, il se trouve qu'à un moment donné, dans la fin du Moyen-Âge, pour simplifier, disons, il y a l'interdiction qui est faite par l'Église aux chrétiens de l'usure, du prêt à intérêt. Et en même temps, il y a des besoins de développement de la finance, parce il faut qu'il... Et donc, les Juifs qui subissent déjà des tas de discriminations, d'interdiction de la propriété de la terre, d'interdiction de tout un tas de métiers, etc., se retrouvent pour une toute petite partie d'entre eux à occuper cet emploi, à faire ce travail dont la société a besoin, que d'une certaine manière on leur confie, mais qu'on leur reproche en parallèle de faire. Y compris qui suscite un certain rejet populaire, parce que l'essentiel, c'est pas de la grosse finance, l'essentiel c'est du prêt à gage. Hein, il y a en partie les seigneurs, les riches qui vont faire des prêts, des vrais prêts de finance avec des gros sous, mais il y a aussi toute une partie de la population qui va aller déposer un bien pour aller boucler la fin de mois, etc. Et quand tu peux pas le récupérer, bah, t'as la rage, quoi. Et t'as la rage contre ton prêteur, même s'il est pour rien, mais etc. Bon, voilà. Donc c'est ça mais déjà il faut avoir en tête que ça concerne une toute petite partie des Juifs de l'époque. La plupart sont extrêmement pauvres, ne touchent pas à la finance, sont des travailleurs journaliers, hein, puisqu'ils peuvent, voilà, on peut dire ça comme ça, hein, des travailleurs de la terre journaliers, employés au jour le jour. Bon, mais il y a cette association qui se fait, y compris si vous regardez d'à peu près ce que vont être les grandes banques. La plupart des grandes banques sont des banques qui sont catholiques, chrétiennes ou protestantes et soutenues par les États. En fait. Donc, ça n'empêche que l'association est faite. Voilà. Des Juifs au commerce, parce que comme ils sont exclus d'un certain nombre de métiers productifs, ils sont exclus de ce qu'on appelle
de l'artisanat, hein, ils sont issus des corporations, et donc ils se retrouvent effectivement en partie sur soit la production la plus basique, soit les trucs d'échange, etc. Et en plus, le caractère diasporique des Juifs en Europe et dans le monde fait que ça facilite le commerce et fait qu'il y a une homologie entre la circulation de l'argent, il y a une structure qui ressemble entre la circulation de l'argent et le fait que les Juifs sont répartis un peu partout. Petit à petit, donc, va se développer cette idée que les Juifs formeraient un grand complot mondial. C'est sur les Juifs que, pour la première fois, l'idée d'un complot mondial se développe. Et donc, c'est toujours sur eux que ça retombe aujourd'hui. Même quand les Juifs ne sont pas nommés, quand c'est les Illuminati, quand c'est les... je sais pas quoi, au fond, si on demande mais c'est qui en vrai et truc, ça finit par être les Juifs. Donc, c'est ce qui est disponible comme dans la culture, comme le groupe réel derrière. Et donc, on a parfois parlé en Allemagne au début du XXe siècle de l'antisémitisme comme socialisme des imbéciles. C'est un terme qu'on prête au leader Bebel, mais en fait que lui ne disait pas, qu'il critiquait. Il justifiait pas du tout ça, il disait pas du tout c'est un premier pas vers une critique légitime du capitalisme, mais au contraire, l'idée c'est que c'est une mauvaise compréhension du capitalisme qui en vient à personnaliser la responsabilité parce qu'on n'en comprend pas le système et le fonctionnement. Et donc notre rôle, pour moi je dis toujours ça, quand je fais des formations, on va 2 ou 3 jours sur l'antisémitisme, et je dis la formation de niveau 2, c'est une formation sur le système capitaliste. Parce qu'une fois qu'on a compris le système capitaliste, on n'a plus besoin d'avoir recours à des visions complotistes. Mais donc vous voyez aujourd'hui à quel point cette pensée conspirationniste est massive. Je veux dire, c'est un recours extrêmement puissant. Et nous, quand on est juif, mais vous aussi, si vous êtes sensibilisé à l'antisémitisme, on voit toujours qui est visé derrière, le fameux qui, précisément. Merci beaucoup. Oui, effectivement, si tu fais des formations de 2-3 jours sur l'antisémitisme, j'avoue que mes 30 minutes, elles ont semblé particulièrement difficiles. Du coup, pour te résumer très brièvement, tu disais les 4 piliers, donc c'est de construire un antiracisme global conséquent, une lutte spécifique contre l'antisémitisme, qui prenne réellement au sérieux ces enjeux, une lutte pour le droit des Palestiniens et des Palestiniennes, et donc une lutte antisioniste, et une lutte résolue contre le capitalisme, pour te résumer un peu. On fait tourner le micro dans la salle, peut-être ? Ouais, j'arrive tout de suite. J'espère avoir assez de fil. Tu veux le micro ? Vous n'avez pas défilé à l'appel pour l'anniversaire de la mort de la Bolivie, à l'appel de la Mitra et de l'Archer et de Rondier. Est-ce que finalement, parce que moi j'ai vraiment beaucoup de mal ces temps-ci à argumenter, est-ce que finalement c'est pas donner de la tour pour ce qu'on passe, parce qu'actuellement, le truc qu'on nous reproche en permanence aux gens d'extrême gauche, pour les filles, c'est que mélange avec ces petites phrases sur ces petits mots, sur Epstein, et Epstein en fait, que finalement on est antisémite, qu'on est du côté de la Palestine et que forcément on a choisi un camp qui est celui de taper sur Israël. Et quelque part, ça nous arrange bien parce que finalement, on est antisémite et que ça nous permet de prendre le bon côté de la Palestine et de taper sur Israël et finalement sur les Juifs. Et parfois, quand tu dis que vous avez refusé, moi, je ne sais plus quoi répondre aux gens quand ils disent la preuve, ils n'y sont pas allés. Est-ce qu'il ne fallait pas faire comme quand on est tous allés, on a tous brandi le crayon en disant qu'on était Charlie, avec des gens qui finalement ne l'étaient pas, qui disent encore oui, mais finalement ils ont un peu poussé le bouchon et qu'il ne fallait pas. Voilà. Est-ce que finalement, dans certains cas, il faut mieux pas y aller, en disant, en se bouchant un petit peu le nez, mais en disant finalement c'est quand même bien montré
On est du côté de celui qu'on a foutu dans ce cadre et qu'on a massacré le nom de sa juridique. Merci pour cette question. S'il y en a une ou deux autres, on peut peut-être en prendre plusieurs avant que tu fasses une salve de réponse. Puis c'est pour... Ouais. Eh bien, il y en a deux. J'ai vu cette main-ci d'abord et ensuite ça te va. C'est peut-être une question qui est liée, mais qui quand même est un peu différente. C'est quand on parle d'antisémitisme de gauche. Je ne sais pas si vous pouvez dire un peu de ça. Je peux comprendre qu'on a parlé d'antisémitisme de gauche, parce qu'il y a une particularité à la gauche pour l'antisémitisme. Vous devez plutôt parler d'antisémitisme à gauche. C'est vrai que je reste encore des personnes qui ont des propres antisémites dans leur discours à gauche. Voilà. Non, c'est pas la peine. Non, pas. Je ne sais pas si c'est fort à propos. J'aimerais bien que tu me dises ce que c'est qu'être juif. Parce que moi, tu vois, je suis née en France, je suis dans une société, disons, chrétienne, avec chrétienne, avec des chrétiennes, des protestants entourés qui sont tous autour de moi. Moi, je suis profondément athée, je ne suis même pas baptisée. Je ne comprends pas comment on peut être athée et juif. Alors, j'aimerais que tu m'expliques, parce que pour moi, être juif, c'est quelqu'un qui a une religion et qui la pratique. J'ai des amis qui sont juifs, qui ont un nom juif, parce que deux parents juifs, sauf la mère. Et mon ami me dit toujours, non, moi je ne suis pas juif. Et il s'appelle Dayan. Alors quand même, il me dit non, moi je ne suis pas juif parce que je suis athée. Alors donc je pense que chez vous, il y a des choses, plein de contradictions. J'arrive pas bien à comprendre. Voilà. Merci. Vas-y Olivier, si tu veux répondre à la raison de nos contradictions. Ok. Je les prends dans l'ordre parce que c'est plus facile pour pas en oublier. Alors, je me suis mal exprimé. Déjà, la manif de Braun-Pivet et Larcher, c'était pas en hommage à Ilan Halimi. C'était un mois après le 7 octobre, contre la vague antisémite qui ravageait la France, etc. Et alors, c'était un peu particulier parce que l'appel était paru uniquement dans un journal, dans une section abonnés. Donc déjà, c'était un peu particulier. Mais cet appel, dans l'appel lui-même, il y avait une connotation islamophobe et une connotation pro-israélienne. Et je crois que c'est quand même important, la nature de l'appel, qui lance, à quoi on va, etc. Et y compris, pour dire les choses de manière directe, s'est constitué à ce moment-là un groupe qui s'appelle Golem, qui se revendique juif de gauche, et qui a dit il faut qu'on y aille, et la gauche devrait aller à cette manif tous ensemble parce qu'elle est contre l'antisémitisme, et il faut en chasser les Ébouuriens et le RN. Mais pas la droite qui était en train de voter la fin de l'AME, des politiques meurtrières aux frontières, etc. Moi, je crois qu'on a eu raison de ne pas y aller, mais je crois qu'il faut qu'on soit capable de faire autre chose. Par exemple, voilà, je trouve qu'on n'a pas été à la hauteur pour les 20 ans d'Ilan Halimi. Voilà, y compris moi, j'ai proposé des choses, après on n'a pas eu la force d'organiser les événements qu'on disait, donc j'ai rédigé un texte qu'on a publié dans notre presse, on n'a pas rien fait, mais on n'a pas pris d'initiative à la hauteur, et on peut y compris réfléchir sur les formes. Je réfléchis là avec vous à haute voix, mais peut-être qu'on n'est pas en mesure de faire des rassemblements de rue, etc., mais on peut faire des colloques, on peut faire des choses, des temps de réflexion où justement on va analyser ce qu'était l'antisémitisme culturel, parce qu'y compris il y a eu un débat sur le caractère antisémite de ce qui s'est passé avec Ilan Halimi, parce que c'était pas une motivation antisémite de tuer un juif. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire, mais
la motivation, c'est l'argent. Le groupe cherche à prendre quelqu'un en otage pour avoir une rançon. Ils tentent 2-3 trucs, ils ratent, pas forcément sur des juifs d'abord, et puis après ils se disent, mais si on veut être sûr d'avoir l'argent, il faut prendre un juif parce que les juifs, ils ont de l'argent. Voilà. Et c'est ça qui fait... Voilà. Et donc il y a cette dimension, qu'on le dit comme on veut, mais clairement l'antisémitisme joue un rôle dans le fait que c'est Ilan Halimi qui est pris comme cible, même si il n'y a pas une volonté d'exterminer un juif, il n'y a pas... Voilà, il n'y a rien comme lien avec une revendication politique de quelconque ordre. Malgré tout, c'est un trope antisémite, les juifs et l'argent, qui provoque ça. Donc moi, peu importe comment on le dit, mais il y a clairement ça. Voilà, moi je pense que c'est pas possible, y compris Jonas Pardo, qui est un des fondateurs de Golem, juste après la manif, il va dans des médias et pour dire que la gauche, c'est scandaleux, qu'elle a abandonné les juifs en n'allant pas à cette manif, et pour dire 3 minutes après, si j'avais été arabe ou musulman, j'aurais pas pu me rendre à cette manif. Et moi, j'ai pas envie d'une manif antiraciste où je sais que mes camarades musulmans, catalogués arabes, etc., vont pas être en sécurité ou vont pas se sentir en sécurité. C'est pas possible. Voilà. Donc, par contre, on a la responsabilité, nous, de proposer des choses qui intègrent la lutte contre l'antisémitisme en tant que tel. Voilà. Sur antisémitisme de gauche et à gauche, effectivement, il y a un discours de droite et d'extrême droite qui tend à faire croire que notre opposition au capitalisme serait en fait antisémite. Vous voyez, qui repose finalement sur un fond lui-même un peu douteux dans le truc, mais et qui aurait en tout cas un antisémitisme qui serait propre à la gauche parce que ce serait un antisémitisme anti-système, complotiste, etc. Or, ça, c'est quelque chose qui est un trope beaucoup plus partagé qu'à gauche. Extrêmement partagé dans la société. Et c'est pour ça que donc, c'est l'historien Michel Dreyfus qui a fait un travail sur l'antisémitisme et la gauche et qui a fini par proposer ça, de dire il y a un antisémitisme à gauche, parce que l'antisémitisme étant structurel, traversant toute la société, il va nous habiter, on va avoir des préjugés, etc., même intériorisés, je veux dire, comme toutes les formes qui existent, mais il n'y a pas de spécificité qui serait liée à la gauche sur les formes, et globalement, ce que montre Dreyfus, c'est que quand l'antisémitisme devient assumé, et donc plus seulement un biais diffus, etc. Quand il devient assumé, les gens quittent la gauche et passent à l'extrême droite. Ça arrive, il y a eu des bascules, et donc il y a une vigilance à avoir. On a eu plusieurs phases, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais on a eu cette histoire de la Taupe Rouge, par exemple, qui était une librairie qui était inscrite dans ce qu'on appelait l'ultra-gauche, pas au sens de Darmanin et compagnie, mais au vrai, c'est un sens politique défini dans nos milieux, et qui effectivement, à partir d'une solidarité avec la Palestine, à partir de l'idée que le génocide des Juifs était instrumentalisé pour défendre Israël, en est venu à dire qu'il fallait peut-être remettre en cause le génocide des Juifs pour saper une des justifications d'Israël. Donc, il est devenu négationniste, etc. Ça existe, mais à ce moment-là, ils ont quitté la gauche. Il n'y a plus personne... forcément, il y a un délai, comme avec Dieudonné, il y a forcément un moment de confusion, des gens qui se rendent compte plus tôt, plus nettement, et d'autres moins tôt, moins nettement. Mais enfin, je veux dire, aujourd'hui, plus personne à gauche considère que Dieudonné est un camarade, même si ça a pu prendre plus ou moins de temps. Et c'est normal, je veux dire, il a eu un parcours qui était contre l'extrême droite et compagnie, et puis il y a eu une bascule. Donc voilà, moi je suis assez d'accord, mais en fait, il y a un antisémitisme dans la société. Voilà, et qui donc se retrouve aussi à gauche, mais il n'y a même pas. Et c'est pareil que, est-ce qu'il y a un antisémitisme musulman?
Bah oui, les musulmans font partie de la société. Mais il n'y a pas un antisémitisme spécifiquement musulman. Est-ce qu'il y a eu des discours religieusement anti-juifs dans l'islam? Oui. Mais jamais au même niveau articulé et généralisé que dans le christianisme. Et il n'y avait pas la même dimension, il n'y avait pas la démonisation, par exemple, il n'y avait pas une diabolisation. Il y avait au contraire un statut, voilà, le fameux statut de dhimmi auquel on nous renvoie quand on est des juifs qui défendons les droits des Palestiniens, etc., mais qui était un statut à la fois de protégé et d'inférieur, mais qui avait quand même à peu près rien à voir avec les persécutions que vivaient les juifs en terre chrétienne occidentale, en tout cas. Et globalement, c'est ça. Alors, je vais déborder de cette question. Je reviens sur l'autre, hein, je ne l'oublie pas. Mais, y compris sur... ce qui nous embête avec certains discours sur l'antisémitisme chez certains de nos leaders de gauche. Ça n'est pas spécifique à l'antisémitisme. Et le fait que ça soit que ça qui soit relevé est lui-même assez symptomatique de là où on est. Je vais dire quelque chose qui va choquer peut-être. En plus, je suis filmé, je ne devrais pas. Mais Jean-Luc Mélenchon est très mauvais sur l'islamophobie. Jean-Luc Mélenchon, déjà, il a été un des facteurs de l'islamophobie d'État en France. Il a très longtemps défendu des politiques islamophobes, etc. C'est pas à cause de lui que la France est islamophobe. Je dis pas du tout ça. En plus, il n'avait pas le rôle qu'il a aujourd'hui dans la vie politique. Mais il a très longtemps défendu, au nom d'une position laïcarde traditionnelle qui existe, etc. Et il a eu un sursaut il n'y a pas longtemps. Et heureusement. Je veux dire heureusement, et merci à lui, il a eu un sursaut, mais qui pour moi est un sursaut moral. Il a compris qu'on était dans une bascule où on allait avoir des pogroms islamophobes en France. Et il s'est dit, je ne veux pas avoir participé à ça. Mes convictions théoriques sur ce que doit être la laïcité, la place de la religion, la visibilité religieuse, etc., je mange mon chapeau, je les mets dans la poche, parce que je ne veux pas participer à ce qui va se passer en termes de violence qui va se déferler sur les musulmans. Heureusement, c'est un point d'appui, c'est un pas, un sursaut antiraciste fondamental. Ça n'empêche que quand il explique ce qu'est l'islamophobie, n'importe quel militant antiraciste dit que c'est de n'importe quoi. Il dira, oui, avant je refusais le terme, mais maintenant je suis d'accord, parce qu'effectivement, on voit bien que les gens ont une phobie, une panique, une peur, que ça les rend fous. C'est pas ça l'islamophobie. Enfin, on ne psychologise pas un phénomène d'oppression générale, etc. Et donc, il n'a pas intégré. Donc là, moi, je ne peux pas le faire. Hein, d'abord, quand je fais les 3 jours, il y a une demi-journée, une journée qui est sur qu'est-ce que c'est que le racisme. Et après, on parle de l'antisémitisme. Mais là, on ne peut pas faire ça en 1 heure. Mais voilà, il n'a pas capté ce qu'est le racisme, ce qu'on appelle le racisme structurel, le racisme systémique, le système raciste, il ne l'a pas capté. C'est pas grave, enfin, c'est dommage, mais c'est pas spécifique à l'antisémitisme. Et donc, quand je vous dis, pareil, hein, l'islamophobie, il va voir comme oppression religieuse. Dans son logiciel, on réactive les guerres de religion, et donc la laïcité, c'est la réponse à l'antisémitisme et à l'islamophobie. Alors que c'est pas ça. Enfin, voilà, c'est l'intégrer dans la lutte anti-racisme. Et donc voilà, ces insuffisances par rapport à l'antisémitisme, ça n'est pas un projet antisémite. Il n'y a pas une ligne de projet antisémite dans le projet de LFI et dans le projet de Mélenchon. Il n'y a pas une politique antisémite qui est portée par Mélenchon. C'est la conviction qu'on voit très souvent à gauche qu'il n'y a pas besoin de travailler parce que comme on est de gauche, on est antiraciste. Et encore plus sur l'antisémitisme, quand même, vous vous rendez compte. On est antifasciste, on est anti-nazi par nature, par essence, ça coule dans nos veines. Et donc, on n'a rien à comprendre, on n'a rien à travailler parce qu'on est persuadé qu'on est absolument au clair là-dessus. Et donc, je pense que c'est très sincère quand il considère que les attaques qui sont portées contre lui, y compris quand elles viennent de gens comme moi, sont infondées.
parce qu'il n'y a aucune intention antisémite et la conviction qu'il n'est pas traversé par une once d'antisémitisme. Or, ce qu'on voit, c'est qu'y compris, il est de culture chrétienne et que c'est assez récent que le christianisme, que le catholicisme en particulier, a fait un peu sa mise à jour sur l'antisémitisme. Je ne sais pas si vous savez quand, pour la première fois, un pape a mis le pied dans une synagogue, mais c'est Jean-Paul II dans les années 1980. D'accord ? Et même si officiellement il y a des choses qui étaient abandonnées, les générations les plus anciennes qui ont fait le catéchisme ont leur enseigné le peuple déicide un peu partout. Donc on est dans cette culture-là et que ça se transmet de plein de manières. Donc lui, il a baigné là-dedans et il n'a pas fait sa mise à jour. Et voilà, bon, c'est pas bien, moi ça me met très en colère, mais il faut doser. C'est-à-dire que par rapport à ce que sont les politiques racistes qui sont menées par la droite, par l'extrême droite, à l'antisémitisme foncier de l'extrême droite, on pourra en dire quelques mots, mais là je vais pas aller là-dessus, on verra si on a le temps derrière. Mais voilà. Donc, c'est pas... Il y a un problème, je veux dire, si on n'est pas juif, mais qu'on subit le racisme sous une autre forme, la place que prend l'antisémitisme dans le discours public, elle est insupportable. Moi, j'ai des très bons amis qui sont d'accord avec moi sur l'antisémitisme, mais quand on marre qu'on parle de l'antisémitisme, parce que le moindre petit truc, là, on va parler 3 semaines d'une phrase quand il y a des meurtres dont on va parler 3 minutes si on a la chance d'en parler 3 minutes. Et donc il y a cette disproportion-là qui est insupportable, à proprement parler insupportable. Sur cette question, elle est très légitime. Et alors, on distingue même par une manière d'écrire différente, on distingue être juif avec une minuscule et être juif avec une majuscule pour distinguer l'appartenance à la religion juive, d'un côté, le judaïsme, et le fait d'être juif, appelé la judéité ou la judaïté, moi j'ai tendance à dire judéité, mais peu importe. Et là, il y a une difficulté. Il y a une lecture qui est nationale du fait juif, sur laquelle notamment va s'appuyer le sionisme, qui est de dire les juifs forment une nation, ils forment un peuple, et indépendamment de la croyance, des pratiques, etc. des gens, ils restent membres de ce peuple juif, etc. C'est une thèse qui est assez difficilement défendable. Alors, on va la trouver dans les textes juifs traditionnels religieux, cette fois, qui va concevoir effectivement le fait d'être juif comme appartenant à un peuple. Par exemple, il y a très très peu d'excommunication dans la tradition juive. Quelqu'un qui est né dans les conditions qui font qu'il est juif, globalement, disons, simplifions, d'une mère juive. Parce que c'est un peu plus compliqué dans l'histoire, il y a eu des variantes, il y a des courants minoritaires, vous savez, tout est compliqué dans l'histoire, mais en gros, voilà. On est juif par la naissance, quelles que soient nos croyances, nos comportements, etc. On fait partie. Et y compris la conversion, c'est une conversion qui, avant tout, fait entrer dans le peuple juif. Là où il y a un problème, c'est quand on plaque cette notion et cette idée sur la conception moderne du peuple et de la nation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les États-nations se développent, ce qu'on met derrière le mot nation change radicalement. Et donc pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens de dire que un juif d'Éthiopie, un juif de Chine, un juif d'Ukraine, de Lituanie et de Russie qui parle yiddish, un juif de Grande-Bretagne, etc., appartiennent à la même nation, alors qu'il n'y a pas de culture, pas de langue, il y a très peu en commun. Donc, je vais vous donner, moi, comment je vois ça. Je vais vous donner une petite citation de Daniel Ben Saïd, parce qu'il se trouve qu'il va y avoir un colloque
en novembre prochain en hommage à Daniel Ben Saïd et que je vais essayer de faire une contribution avec Manon Boltanski sur justement comment Daniel Ben Saïd, qui était un philosophe important dans la LCR puis dans le NPI, une petite citation, il dit « Je le considère pour ma part et avant tout comme un militant internationaliste et laïque. Mais cette citoyenneté cosmopolite n'implique en rien de renier ou de refouler mes origines. Il y a donc deux circonstances dans lesquelles je peux me revendiquer et m'affirmer comme juif, face à un antisémite et face à un sioniste. » Pourquoi je dis ça? Moi, j'ai un peu le même parcours. Et pendant très longtemps, je me suis dit d'origine juive. Parce que je n'ai pas de pratique religieuse, de croyance, je suis athée, etc. Et puis, je me suis formé à l'antiracisme. Et je reprends ce que je disais tout à l'heure. Les antisémites, ils s'en fichent de mes croyances. Les nazis, ils s'en fichent de savoir si les gens, ils étaient croyants ou pas. Les sionistes aussi, de base. Moi, j'ai le droit d'aller m'installer en Israël, simplement en raison de mon origine familiale. Ce qui fait que si je suis à côté d'un Palestinien ou d'une Palestinienne, qui n'a pas le droit au retour, moi j'ai un droit que vous n'avez pas d'ailleurs, si vous n'êtes pas juif. Et donc tout ça, le fait d'être sous la menace des antisémites, d'avoir un droit objectif à aller, d'être visé par des politiques d'État instrumentalisées, ça fait qu'il y a quelque chose de moi qui fait que je suis juif, quoi que j'en veuille, que je le souhaite ou non, que je peux dire que je ne suis pas juif, les antisémites, si, t'es juif, sale juif. Je peux dire que je ne veux pas être juif, les sionistes disent si, t'es juif, t'as toujours ton droit, si tu changes d'avis, etc. J'en veux pas de ce droit, je préférerais ne pas l'avoir, je trouve dégueulasse d'avoir ce droit. Et donc ça, c'est des faits objectifs qui sont les critères de racialisation. Alors, je vais employer des termes un peu compliqués, mais la racialisation, la racisation, c'est une assignation qui vient de l'extérieur. C'est pas quelque chose qu'on choisit. Après, on en fait quelque chose. Je peux choisir de revendiquer ma judéité pour en être fier, pour revendiquer une judéité diasporique, etc. Tzedek fait ça, moi ça m'intéresse, moi c'est moins mon travail. Mais ok, moi je le fais, je fais exactement comme Ben Saïd, c'est-à-dire je ne me revendique juif que parce qu'il y a de l'antisémitisme et parce qu'il y a le sionisme, et que je pense que ça a un rôle qu'il y ait des juifs qui tiennent cette parole-là. Mais sinon, mon horizon, c'est de plus avoir besoin d'être juif. Quand il n'y aura plus d'antisémites et de sionisme, c'est pas demain malheureusement, mais j'aurais plus besoin d'être juif. Et voilà. C'est une catégorie raciale qui se trouve avoir un rôle dans l'expérience, dans ma condition, dans certaines circonstances. Je le redis tout à l'heure, la plupart du temps, je m'appelle Olivier, etc. La plupart du temps, j'ai un passing blanc. Voilà. Et dans ma vie, la plupart du temps, je suis plus blanc. Mais il y a des tas de moments où on est confronté à ça. Voilà, si quelqu'un fait une blague antisémite, je réagis comment? Comme antiraciste ou comme juif concerné, ou etc. Et si on parle d'Israël, etc. Je suis confronté à d'autres questions auxquelles les non-juifs ne sont pas confrontés. Et je suis confronté à d'autres menaces, et je suis confronté à d'autres droits, etc. Donc c'est ça. Pour moi, c'est une condition raciale. Alors c'est bizarre, en France, on n'aime pas parler des races, et ça n'existe pas, évidemment. Ça n'est pas... Au sens biologique, ça n'est pas une condition biologique. Les convertis subissent tout autant l'antisémitisme que les autres, etc. Donc, ce n'est pas du tout reconnaître l'existence de race biologique, mais c'est reconnaître qu'il y a du racisme, qu'il y a une forme de racisme spécifique qui touche les juifs, et qu'on est assigné par différents aspects à cette condition-là. Et donc, voilà, moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui présentent... le fait d'être juif uniquement comme un fait religieux. Je ne suis pas non plus d'accord pour le présenter comme un fait national, mais nous sommes une minorité raciale, au même titre que d'autres, etc. Mais c'est pareil pour les autres. Je veux dire, enfin, c'est ce qu'il faut voir, c'est-à-dire, c'est parfois plus difficile, mais il y a des gens qui ne sont pas musulmans. Ah, je vais prendre arabe, c'est plus facile, par exemple. Des gens qui ne sont pas arabes, mais qui sont arabes. Voilà, si on a toujours ce débat pour les Amazighs,
les berbères, etc. En France, tu es arabe, tu peux dire non, mais moi, excuse-moi, c'est ça. même Félix est arabe, donc. Mais voyez, donc c'est pareil. En France, on est très pauvre en catégorie raciale. On a des grosses cases. Il y a des endroits où c'est plus raffiné, où il y a des tas de subdivisions, etc. Mais voilà. Donc l'horizon de l'antiracisme, c'est d'abolir ces catégories. Donc moi, je serais ravi de pouvoir dire, éventuellement, je ne suis plus que d'origine juive et cette affaire-là ne me concerne pas autrement que comme affaire de mémoire, etc. Mais aujourd'hui, à cause d'Israël et à cause des antisémites, je suis juif. Et c'est pas parce que je le veux. Et un juif qui me dit je veux pas me revendiquer juif, je lui dis t'as le droit. Mais c'est pas toi qui fais les règles. Tu peux te revendiquer non juif, t'as le droit au retour en Israël. Et si les groupes antisémites prennent de l'essor, ils vont me défoncer comme les autres. Merci beaucoup. L'heure tourne un petit peu. Peut-être qu'on prend une dernière ou éventuellement 2 dernières questions avant de clore. Et peut-être je m'autorise... Ouais, merci beaucoup. Je m'autorise un tout petit complément à la première question. Enfin, à la réponse à la première question. En vrai, on n'a pas rien fait. Au moment où il y a eu la grande marche contre l'antisémitisme, on a dit bah non, nous on n'ira pas marcher avec toute l'extrême droite, Zemmour, etc. et compagnie. On n'a pas rien fait ce jour-là. La gauche et l'extrême gauche, en fait, a appelé un rassemblement au mémorial de la rafle du Veldiv pour dire bah ouais, en fait, nous aussi, on pense que c'est important de marquer le coup, c'est important de lutter réellement contre l'antisémitisme. Par contre, on ne le fera pas avec ces gens-là qui ne sont absolument pas nos alliés. Et effectivement, tout ce que tu disais sur si nos camarades arabes, musulmans, etc. ne peuvent pas défiler avec nous, ben, on ne va pas faire manif avec ces racistes, quoi. Et en fait, on a fait ce rassemblement-là. Et là où c'était aussi un peu un piège, c'est qu'il y a des collectifs juifs d'extrême droite qui sont venus et nous ont accueillis, enfin pas tout à fait accueillis parce qu'ils sont arrivés après, avec des pancartes pour dire touche pas à ma mémoire, touche pas à mon Veldiv, etc., quoi. Donc d'un côté, en fait, on ne pouvait pas marcher avec l'extrême droite au rassemblement principal, et donc notre absence a été évidemment critiquée, bien sûr, on s'y attendait. Et en même temps, puisqu'on prend ces questions au sérieux et qu'on a fait autre chose, eh ben, on en était empêchés, on nous a empêchés d'être des antiracistes conséquents, parce que ça aurait été craché sur la mémoire du coup des personnes qui ont été génocidées au Veldiv, quoi. Voilà. Donc il y avait un peu un double piège, et quoi qu'on fasse, on était eu par l'extrême droite. Donc oui, il y avait une question au fond. Est-ce que tu as besoin du micro ou pas? C'est pas une question, c'est une chose. Moi, j'ai entendu que les juifs sont devenus juifs par sa mère, uniquement. Bon, c'est aussi la vie le père et la mère. Et ensuite, j'ai des exemples. J'ai un copain, il est français, comme ses parents sont espagnols, il a eu la possibilité d'avoir la nationalité aussi espagnole. Je pense que moi, notre dame, ma tante, elle est en Italie, elle est en France, ses parents sont naturalisés françaises, donc elle a la nationalité française, et l'État italien a demandé si elle voulait avoir la nationalité italienne aussi. Donc il n'y a pas que les juifs qui ont la possibilité, les juifs qui vivent à l'extérieur d'Israël, de revenir en Israël. Et moi j'ai lu le commentaire d'un livre pour la France insoumise, un Syrien islamiste, pas des islamiste, non musulman, qui a côtoyé une manifestation pro-palestinienne avec un cortège de la France insoumise. Il s'est demandé, jusqu'où rapprochement de la France insoumise à la vie avec les islamistes. On peut peut-être prendre une dernière question. Ouais, Cécilia. Eh ben, on prend la question de Cécilia et puis après, donc, Olivier répondra et puis on pourra continuer les échanges avec grand plaisir autour des tables et puis autour d'un verre parce que la buvette de la Carmagnole reste ouverte après. Vas-y, Cécilia. Tu veux le micro ou pas? Je vais essayer de parler fort.
c'est un peu compliqué, mais en gros, aux États-Unis, il va y avoir des chrétiens évangélistes très conservateurs qui vont être extrêmement sionistes parce que, mais pas entièrement pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons théologiques, puisque ils peuvent avoir des visions prophétiques dans leurs textes qui disent que pour que Jésus revienne, que ce soit la fin des temps et qu'on accède à leur but final, il faut que tous les Juifs retournent en Israël. C'est une condition obligatoire, et c'est une vision extrêmement antisémite, parce que après ce retour en Israël, tous les Juifs seront soit morts, soit convertis. Et du coup, je voulais savoir si cette idée théologique était déjà sérieuse, et est-ce qu'on a déjà eu des traces de cette idée en France et en Europe? Parce que je trouve que ça fait assez peur, parce qu'on se dit que même s'il n'y a pas d'intérêt politique au sionisme, ces gens-là pourraient toujours être sionistes pour des raisons religieuses. Voilà. Oui. Je vais répondre à la première question, même s'il y avait des aspects qui ne m'ont pas beaucoup plu dedans, mais je vais y répondre quand même. C'est très différent les deux situations que tu mentionnes, parce que moi, ma mère, elle n'a jamais été israélienne. Et donc c'est pas là, il y a une confusion entre juifs et israéliens, etc. L'État israélien se fonde comme État ethno-national, ethno-religieux, et donc accorde un droit à des gens qui n'ont rien à voir avec Israël. Et par ailleurs, c'est important aussi de le dire, j'aurais pu le mentionner, mais c'est un fait historique qu'il y a eu des conversions massives dans l'histoire au judaïsme, que c'est pas du tout l'ensemble des descendants du peuple hébreu antique. Hein, il y a eu des périodes de prosélytisme juif, de conversion importante, etc. Et des tas de périodes, même parfois un peu confuses, où devenir juif ou chrétien, c'était pas extrêmement distinct. C'est-à-dire que c'était le monothéisme qui arrivait, et il y avait des allers-retours, des pratiques mixtes. D'ailleurs, il y a eu aussi des judéo-musulmans. Enfin, il y a eu des tas de pratiques comme ça. Mais donc voilà, le droit au retour que j'ai moi, parce que ma mère est juive, n'a rien à voir avec un quelconque rapport avec Israël. Je dirais aucun de ses parents, de ses arrière-grands-parents, etc., n'a eu quoi que ce soit à voir avec Israël. Donc on n'est pas du tout sur une affaire de double nationalité. Mais vous voyez, par contre, ce qui est intéressant pour approfondir ce que je disais tout à l'heure, c'est que le sionisme, en me disant que je devrais aller en Israël, parce qu'il ne dit pas juste je peux, en vrai, hein, il y a toute une partie du sionisme, en tout cas, là il y a des nuances, il ne faut pas que je simplifie trop, il y a des sionistes qui reconnaissent l'intérêt d'une double existence juive, à la fois diasporique et israélienne. Mais régulièrement, parce qu'ils ont une panique démographique, hein, la panique d'être minorisés quantitativement par les Palestiniens qu'ils appellent des Arabes, fait que régulièrement ils appellent les Juifs diasporiques à aller en Israël. Et bien ça contribue à une autre des tropes, qui est que les Juifs sont jamais vraiment du pays où ils sont. Qu'ils ont une double allégeance et qu'ils ont toujours cet attachement, l'air de rien, cette possibilité, etc. Vous voyez, c'est encore une assignation, une altérisation qui est faite. Voilà, ça fait partie de quelque chose qui me concerne moi et pas les non-juifs. J'ai une petite remarque par rapport à ce que tu as dit, que tu as bien fait évidemment de rappeler les faits, mais je trouve que ce n'est pas une bonne réponse de faire ça. C'est-à-dire, au moment où la droite et l'extrême droite font une initiative, et que nous, on ne peut pas y aller, et que du coup, on en fait une autre, pour ne pas être attaqué de rien faire, etc., ça n'est pas une politique autonome. C'est une politique de réaction. Et donc, on est pris dans ce piège. Évidemment, on va nous dire, vous faites ça pour pas qu'on vous accuse d'aller à l'autre, et en fait, vous n'êtes pas sincère, et machin. Je crois qu'il faut qu'on ait une politique autonome, y compris dans les formes, de ne pas être sur le même type forcément, et dans le calendrier, etc., pour justement échapper
à ce genre de truc où on est en miroir, etc. Mais c'est une discussion. Après, le sionisme protestant, le sionisme évangélique, alors moi j'aime pas trop l'appeler sionisme, mais c'est mes petits trucs à moi. Il est antérieur au sionisme juif. Il est très ancien. On en trouve des traces depuis au moins le XVIIe siècle, voire avant. Et effectivement, hein, donc bon, t'as tout dit sur le phénomène. Hein, c'est une vision eschatologique du salut et que ça passera par le retour des Juifs en Israël. Alors là, c'est une discussion. Il y a deux discussions. Déjà, il y a toute une partie des gens qui disent du coup le sionisme, ça n'est pas une idée juive au départ, et c'est une idée antisémite, pour les raisons que tu as rappelées, puisque l'objectif de ces évangélistes-là, c'est qu'il n'y ait plus de juifs à la fin. Voilà. Ce qui est logique. Enfin, moi, ça me choque, enfin, je vais le dire un peu méchamment, mais ça ne me choque pas que les gens qui adhèrent à une religion monothéiste, qui a une vocation universelle, considèrent que les autres doivent s'y convertir. Voilà. Je dis toujours, je sais que c'est compliqué en France où on a cette idée, mais moi, si j'ai un camarade chrétien, musulman ou juif qui m'aime bien et qui pense que mon salut éternel passe par le fait que je pratique sa religion, s'il n'essaye pas de m'y amener, c'est qu'il s'en fout de moi. Donc, je veux dire, après on discute, je ne demande pas qu'il me harcèle et machin, mais que s'il se soucie de moi, c'est normal qu'il fasse ça. Bon, donc je veux dire que, voilà, après, c'est pas la logique de ça, mais ce que je trouve plus intéressant, c'est que ce sionisme évangélique-là, si je prends ce vocabulaire-là, n'a pas joué un grand rôle tant qu'il n'y avait pas le sionisme politique réel. C'était une idée. Et donc, pour moi, l'idée qu'il y aurait une autonomie de l'idéologie et de cette croyance, qui aurait sa force propre, détachée du soutien américain au projet sioniste réel, c'est une vision, dans notre vocabulaire à nous, qui est idéaliste et pas matérialiste. Je pense qu'en fait, il y a une pour le dire de manière un peu simplifiée et grossière, mais il y a une instrumentalisation de l'idéologie religieuse eschatologique pour donner une légitimation de plus au soutien à l'État d'Israël. Parce qu'en pratique, c'est ça qui se passe. Et ils n'ont pas quand même une politique, par ailleurs, ça ne va pas au bout, ils n'ont pas une politique d'expulsion des Juifs des États-Unis. En pratique, ça amène à soutenir l'État d'Israël tel qu'il est, quasiment point en fait. Et pas tellement à avoir une politique d'expulsion, etc. Donc moi, je ne nie pas le rôle propre des idées, de l'idéologie, etc. Mais quand même, très souvent, il faut regarder en fait comment elles sont utilisées au service d'un projet matériel qui est très réel. Et donc, je ne suis pas aussi inquiet que toi. C'est-à-dire que je pense que le jour où on aura démantelé les structures sionistes de l'État d'Israël, qu'on aura libéré la Palestine, le sionisme évangélique va se déliter de lui-même parce qu'il n'aura plus de base matérielle pour supporter son truc. Il restera... par exemple, je prends un autre exemple pour prendre le parallèle, et peut-être on finira là-dessus. Il y a dans les prières et dans la tradition juive un motif récurrent qui est l'année prochaine à Jérusalem. C'est un motif qui est présent dans le judaïsme. Ça n'a aucun effet matériel jusqu'à la naissance du sionisme politique moderne de la fin du 19e siècle et du 20e siècle. Ça n'est pas un projet réel. C'est une référence spirituelle, symbolique, religieuse. Et aujourd'hui, elle est instrumentalisée par les sionistes pour dire, vous voyez, le sionisme est inscrit dans le judaïsme lui-même depuis toujours. Or, les gens qui vivaient en Éthiopie, en Chine, dans le Yiddishland, etc., ils récitaient cette prière en n'ayant aucune espèce d'intention d'aller ailleurs que là où ils étaient.
Et quand ils en partaient, c'est en général parce qu'ils ont été expulsés par l'antisémitisme, et pas par un projet sioniste. Donc vous voyez, il faut faire gaffe à comment un motif tel qu'il est énoncé peut prendre en réalité des significations extrêmement différentes selon les contextes matériels et politiques dans lesquels il s'insère. Merci beaucoup, Olivier. C'était la dernière question pour qu'on ait un peu le temps de discuter en informel, de boire des coups, de passer aux tables, discuter avec les camarades, et puis et voilà. Mais on te remercie vraiment pour cette réunion publique, pour ces échanges hyper riches. Non, on termine les questions, désolé. Mais tu la poseras au bar. Non, mais en vrai, ça commence vraiment à tirer en longueur, je suis désolé. Je sais, mais non, en vrai, désolé. Moi, j'ai un fan.